Bonjour à toutes et à tous. C'est un réel plaisir de voir autant de gens présents à cette semaine européenne de la microfinance et c'est pour moi un honneur de modérer cette session sur l'approche orientée client en finance agricole. Mon nom est Céline Stevens, je travaille pour le WSBI qui est un réseau international de banques de détail et d'épargne qui représente les intérêts d'un peu plus de 6000 banques à travers le monde, sur tous les continents. Et je suis plus précisément programme manager pour le programme Scale to Save. Certains d'entre vous en ont entendu parler. C'est une initiative qui a duré 6 ans, qu'on vient de clôturer cet été, qui était financée par la Fondation Mastercard et qui se focalisait sur 6 pays en Afrique, avec pour objectif de tester, démontrer la viabilité des comptes à faible solde auprès des populations les plus démunies. Notre objectif était, avec le WSBI, on a soutenu plus de 12 fournisseurs de services financiers en Afrique pour développer des solutions orientées clients qui permettaient de développer l'épargne à petite échelle. Alors, l'objectif de la session de cet après-midi sera de démontrer comment une approche orientée client ou client-centric permet de développer au mieux des services financiers dans le secteur agricole. Et j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui 3 en présentiel et 1 online, donc 4 orateurs qui vont partager avec vous des expériences concrètes de développement de produits avec une approche orientée client. Ils vont plus précisément vous présenter le modèle de service qu'ils ont développé, les défis qu'ils ont rencontrés lors du développement, l'approche orientée client qu'ils ont utilisée pour identifier ces défis et identifier les solutions potentielles et venir avec quelques recommandations pour le secteur. Alors, sans plus attendre, je vais tenir dans le bon sens. Je vais présenter nos orateurs. Donc, nous avons Kheireddine Kaya, qui est responsable de la stratégie agricole et environnementale à l'IMF Enda Tamwel, qui est basé en Tunisie. Malheureusement, Kheireddine n'a pas pu se joindre en présentiel aujourd'hui, donc il sera en ligne avec nous. Parallèlement au projet de stratégie agricole, il pilote des projets de la stratégie environnementale d'ENDA, dont les principaux axes sont le recyclage des déchets, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, ainsi que le développement d'un système de gestion environnementale et sociale à l'échelle de l'IMF. Nous avons ensuite ici à ma droite Simon Schwal, qui est un entrepreneur luxembourgeois expert en micro-assurance. Simon a constaté un manque flagrant de solutions d'assurance pour les agriculteurs et donc il a décidé tout simplement de créer OCO. OCO qui propose une assurance récolte paramétrique aux petits exploitants agricoles en Afrique. Les produits d'OCO sont disponibles pour tout utilisateur d'un téléphone, donc il n'y a pas besoin d'accès à Internet ou d'un compte bancaire. Et OCO est désormais présent au Mali, en Ouganda et en Côte d'Ivoire. Ensuite, nous avons Armel Katinan-Ouattara, qui est responsable du développement et de l'innovation à Advance en Côte d'Ivoire. Il a plus de 10 ans d'expérience dans la microfinance et l'inclusion financière et la finance agricole. Ses domaines d'expertise sont donc la gestion de projets, le développement commercial, la conception de produits financiers et l'innovation dans le développement de canaux de distribution. Et enfin, nous avons tout à fait au bout Jean-Paul Kiendrebengo, j'espère que je ne le prononce pas trop mal, Jean-Paul, qui est chargé de programme chez ADA, expert sur les thématiques de gouvernance d'IMF et de finance agricole. Il est basé au Burkina Faso. Et Jean-Paul est dans le secteur de la finance inclusive depuis déjà 2004 et a occupé des responsabilités d'inspection, de conseiller technique et de chargé de programme. Donc, merci à tous nos orateurs de vous joindre à nous aujourd'hui. Et donc, sans plus attendre, on va commencer la discussion parce qu'il y a énormément de sujets à aborder, d'expériences à partager et on a hâte de vous écouter. Alors, je vais commencer par Kheireddine. Si vous pouviez
faire apparaître Kheireddine en ligne. Kheireddine, pourriez-vous peut-être commencer par nous décrire brièvement votre entreprise, donc Enda Tamweel en Tunisie, en quelques mots, et aussi expliquer qui était votre client cible, quels étaient les besoins de vos clients et quelles sont les solutions que vous leur avez apportées. Très bien. Merci beaucoup donc pour cette invitation. Rapidement, donc, Enda Tamweel, c'est une institution de microfinance basée en Tunisie. C'est une filiale de l'ONG Enda Interarabe. Enda donc, offre des services de microcrédit, de microassurance et de services digitaux pour les personnes qui sont exclues du système financier classique. Donc, principalement, nos services ciblent les micro-entrepreneurs urbains, les agriculteurs. On cible également les femmes, les jeunes et toute personne qui n'a pas l'accès pour les services bancaires. Notre travail donne de l'importance aux résultats des études menées pour écouter les besoins de ces micro-entrepreneurs pour développer des solutions financières qui leur sont adaptées. Merci Kheireddine. Peut-être pourriez-vous parler du projet qui a été soutenu par ADA. Qui était votre client cible dans le cadre de ce projet? Quels étaient les besoins spécifiques de ces clients en Tunisie? Et quelle est la solution que vous leur avez apportée? Très bien. Alors, dans le cadre du projet mené avec ADA, nous avons pu développer un produit financier qui cible principalement les agriculteurs qui sont dans les zones la région sud, donc principalement dans les oasis, pour répondre à une double problématique. D'abord, la gestion de la ressource en eau et aussi la gestion de la question liée à l'usage efficace de l'énergie. Ce projet a abouti à développer un produit financier qui permet d'équiper ces agriculteurs par des systèmes d'irrigation et de pompage solaire. Évidemment, pour développer ce produit, tout un processus a été déclenché depuis l'étude de marché, depuis les enquêtes menées auprès des fournisseurs, des différents acteurs de l'écosystème, en passant bien sûr par les agriculteurs qui sont notre principale cible. Et à partir de ce travail-là, un prototype de produit a pu être conçu, puis testé et enfin évalué. Ce produit, il vient répondre en fait à une problématique locale et régionale qui essaie d'apporter des solutions pour améliorer les revenus des agriculteurs et aussi pour renforcer leur résilience face à différents risques, notamment le changement climatique et le coût élevé de l'énergie. Merci beaucoup, Kheireddine. Très intéressant. Et maintenant, laissez-moi me diriger vers Simon. Au Mali, avec votre jeune et prometteuse Insurtech Oko, vous avez aussi réussi à offrir une solution pour, on va dire, combattre les effets, l'impact des effets climatiques pour les petits producteurs. Alors peut-être une question similaire à Kheireddine. Pourriez-vous décrire en quelques mots qui est Oko et qui était votre client cible dans le cadre du projet qui a été soutenu par ADA également? Quels étaient les besoins de cette cible en particulier et quelle est la solution concrètement que vous avez développée? Bien, merci beaucoup. Donc rapidement, Oko, on est une start-up assez jeune. On propose des produits on conçoit des produits de micro-assurance indicielle et on les distribue ensuite, ce qui est quelque chose d'assez unique dans cet environnement, où vraiment on fait tout l'effort d'aller distribuer les produits directement aux agriculteurs finaux. On est présent au Mali, en Ouganda, en Côte d'Ivoire, et au Mali, c'est là qu'on s'est lancé. On a maintenant 13 000 agriculteurs assurés avec nous, ce qui fait de nous le plus gros assureur agricole au Mali. Quand on a lancé Oko, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller sur le terrain, parler à des agriculteurs pour comprendre leurs besoins et vraiment
partir d'un besoin plutôt que de partir d'une solution. Et ces agriculteurs que j'ai rencontrés, ils m'ont tout de suite exprimé que leur problème, c'était d'accéder au financement. D'accéder au financement pour pouvoir acheter des semences, des engrais, pour pouvoir cultiver plus. Donc à partir de là, on a cherché quel était le problème d'accès au crédit, et on s'est rendu compte que ces agriculteurs étaient vus comme trop risqués pour les institutions de microcrédit. Il y avait un risque de non-remboursement qui était trop élevé. Donc soit on ne leur offrait pas de crédit, soit le crédit avait un taux d'intérêt qui était très élevé. Donc on a créé un produit d'assurance pour aider ces agriculteurs à réduire leurs risques. Ça a deux impacts. D'un côté, ils garantissent leurs revenus et ils peuvent donc accéder au microcrédit. D'un autre, on les rend plus résilients aux risques climatiques pour qu'après une mauvaise saison, ils puissent rebondir et préparer la saison suivante. Donc nos clients sont des petits exploitants agricoles qui sont très souvent non bancarisés, dans 95% des cas, qui n'ont aucune connaissance de l'assurance. Je crois que 98% de nos clients ont accédé à l'assurance pour la première fois. Ils sont non irrigués, puisqu'ils ont besoin d'assurance contre les sécheresses. Et ils ont rarement accès à Internet. On a à peu près 25% de nos clients qui ont accès à Internet. Donc des petits producteurs d'environ 1 à 2 hectares, 3 hectares, qui n'étaient jusqu'à présent pas ciblés par les assurances et peu par les institutions de microfinance. Ok, merci beaucoup Simon pour cette description aussi sur cette solution très, très innovante. Jean-Paul, maintenant on se dirige au Sénégal. Il y a aussi un petit projet qui a été soutenu par ADA avec l'UIMSEC. Pourriez-vous nous en dire plus, peut-être en 2-3 mots, qui est l'UIMSEC et à nouveau, qui était le client cible dans le cadre de ce projet, leurs besoins et la solution envisagée pour ce client, pour cette clientèle-là. Merci Céline. Et je crois que je vais voyager parce que là, si tu permets, je commençais par ADA, dire 2 mots sur ADA, la présentation de ADA. Je crois que je n'apprends rien à personne ici. ADA, appui au développement autonome. Voilà. ADA, c'est une ONG luxembourgeoise de type ASBL. Voilà. Et pour comprendre ADA, je crois qu'il y a 3 points essentiels qu'il faut pouvoir certainement retenir. C'est l'expertise en finance inclusive. Voilà, ADA, catalyseur de partenariat et d'innovation. Et avec cette expertise, qu'est-ce qui est fait? Renforcer l'autonomie, notamment au niveau des ménages, au niveau des exploitations agricoles, et puis au niveau aussi des jeunes entrepreneurs. Et comment ils le font? Bien entendu, c'est, comme on appelle, les services financiers innovants, voilà, centrés sur le client, le renforcement des capacités, voilà, et entrepreneuriales, et puis aussi au niveau des services de base. Et donc, ADA est présent dans les 3 continents, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine, et ADA, c'est une équipe d'une 60aine de personnes. Et maintenant, pour me retrouver au niveau de l'UIMSEC, voilà, l'UIMSEC, c'est l'institution, c'est une union, voilà, des UIMSEC, voilà, Union des institutions mutualistes communautaires d'épargne de crédit, voilà. C'est une institution basée au Sénégal, l'une des plus grandes institutions qui intervient beaucoup, essentiellement en milieu rural. Et il faut dire qu'en tant qu'institution, elle offre des produits, divers produits au niveau financier, épargne crédit. Il y a aussi des services de transfert au niveau de l'assurance également. L'UIMSEC fait de la formation, ainsi aussi, voilà, de façon précise, comme on appelle, au niveau de l'éducation financière. L'UIMSEC aujourd'hui, sinon en fin septembre, l'UIMSEC, c'est 17 milliards d'encours crédit. Quand on prend les fonds affectés, on est à 19,2 milliards, voilà, d'encours crédit, et pour 15 milliards d'encours épargne. Voilà.
Et maintenant, pour aller précisément sur le projet qui concerne bien entendu l'expérience approche centrée sur le client qui va faire l'objet certainement, bien qui fait l'objet de notre échange. Il faut dire que c'est un projet d'inclusion financière tourné vers les jeunes, des systèmes de formation, voilà, tant au niveau formel qu'informel. Et qu'est-ce que ADA avait comme mission dans le cadre de ce projet? Il s'agit de contribuer à leur insertion socio-professionnelle en facilitant leur inclusion financière. Avant d'aller un peu plus en détail sur ce que ADA a fait, il faut dire que c'est un projet avec plusieurs intervenants. Donc, il y a l'UMSEC, bien entendu, présenté un peu tout à l'heure, et il y a Jocolabs. Et à côté de Jocolabs, on a le consortium GRET Eclosio. Et sous le consortium GRET Eclosio, il faut retrouver, comme on appelle, Performance Afrique et Concept. C'est des centres de formation, voilà, qui accompagnent les jeunes, voilà, qui font la formation technique et professionnelle. Et donc, globalement, il y avait 450 jeunes à former. Et au niveau reparti, 150, bien sûr, parce que voilà, ça fait 300 de formation. Et comment dirais-je, plus au niveau de Jocolabs, on trouve les jeunes qui sont formés au niveau de l'agriculture. Voilà, et il faut dire que c'est l'agriculture écologique, voilà, et la transformation alimentaire. Donc, qu'est-ce que ADA a fait? ADA devait, voilà, dans ce projet, pour rester toujours focus, centré sur le client, bien sûr, et le développement du crédit, ADA avait à développer 4 produits, voilà, accompagner ce projet à développer 4 produits, et un crédit pour jeunes pour le démarrage, un crédit jeune pour les fonds de roulement, un crédit jeune pour l'investissement, et puis un crédit jeune pour le financement de l'agriculture de façon générale. Et indépendamment de pouvoir accompagner à développer ces 4 produits, il y a eu des fiches métiers au nombre de 14, voilà, qui permettent bien entendu de pouvoir identifier de façon précise les besoins de financement, les risques et autres. Voilà. Donc globalement, voilà un peu en termes de projet, voilà, qui s'est exécuté avec l'UMSEC. Merci beaucoup Jean-Paul. Donc une cible encore très différente avec d'autres solutions, produits développés. On va aller maintenant en Côte d'Ivoire avec Armel. Armel, donc vous travaillez pour Advance Côte d'Ivoire. On a ensemble travaillé sur un projet qui a été soutenu par WSBI dans le cadre du programme Scale to Save. Pourriez-vous d'abord décrire en quelques mots Advance en Côte d'Ivoire et puis expliquer dans le cadre de ce projet qui faisait partie du programme Scale to Save, qui était le client cible, ses besoins et qu'est-ce que vous leur avez apporté en termes de solutions, en termes d'offres. Ok, merci. Donc rapidement, je vais présenter Advance. Advance Côte d'Ivoire, c'est la filiale du groupe Advance, qui est un groupe de microfinance internationale basé dans 9 pays, dont 6 en Afrique. La mission d'Advance, c'est de pouvoir répondre à un besoin, celui des agents économiques qui n'ont pas un accès assez clair et assez précis vis-à-vis des services financiers classiques. Nous, on répond à ce besoin-là en plus ou moins concevant des produits plus adaptés et on le leur met à disposition. Aujourd'hui, en termes de produits, ce que nous avons, c'est des crédits classiques pour les micro-entrepreneurs et pour les petites et moyennes entreprises. C'est également des produits de dépôt et de retrait, mais c'est aussi des produits de micro-assurance ainsi que du mobile banking et nous faisons également la distribution d'e-money. Donc, en ce qui concerne rapidement Advance, pour parler de chiffres, aujourd'hui, nous sommes pratiquement à près de 23 agences pour un encours crédit de près de 117 millions, pour un encours dépôt de 117 millions d'euros, pour un encours dépôt de 82 millions d'euros et pour pratiquement 600 staff. En ce qui concerne le projet dont a parlé Céline, il faut dire que nos clients, au niveau de ce projet, c'était les petits producteurs de cacao.
Donc, ce que nous avons fait, c'est un ensemble d'actions que nous avons menées pour pouvoir détecter le besoin de ces producteurs-là et apporter une solution. Et les besoins qui sont remontés assez rapidement lorsqu'on a discuté avec ces producteurs, c'était d'abord un besoin en produit d'épargne. Donc, ça nous a amené assez rapidement à concevoir un produit d'épargne qu'on leur a mis à disposition pour qu'ils puissent y sécuriser leurs fonds et également pouvoir épargner. Mais rapidement, on s'est rendu compte que vu qu'ils sont en milieu rural, il y avait la difficulté pour eux de transacter ce compte-là, puisque la solution qu'on leur proposait, c'était le mobile banking. C'est qu'ils devaient faire du wallet to bank et du bank to wallet pour pouvoir prendre l'argent sur leur compte. Donc à cette problématique-là, nous avons répondu en mettant sur pied un réseau d'agents itinérants qu'on appelle les agents de bancarisation, qui, eux, devaient soutenir ces producteurs-là dans la prise en main de la solution du mobile banking, mais aussi de leur parler d'éducation financière. Mais plus loin, on s'est rendu compte que bien que l'impact des agents de bancarisation ait permis l'augmentation de l'utilisation du compte, mais il y avait encore un besoin. Je vais y revenir tout à l'heure. Un autre élément qui nous a remonté, c'est un besoin en crédit scolaire digital. Pourquoi? Parce que sur l'année, on s'est rendu compte que les producteurs avaient des entrées de fonds à 2 périodes bien précises, c'est-à-dire pendant la petite campagne qui se situe au niveau du 2e trimestre de l'année et pendant la grande campagne qui est pratiquement sur le dernier trimestre de l'année. Alors que la période de rentrée scolaire se situe pratiquement sur le 3e trimestre de l'année, ce qui faisait qu'en général, les producteurs mettaient leurs enfants à l'école 2 mois après en fait, la rentrée scolaire. Donc, ce qui nous a fait également concevoir un produit dénommé Crédit scolaire digital Advance, qui a permis à ces producteurs-là de pouvoir scolariser leurs enfants et de les mettre à temps en fait, à l'école. Donc, pour revenir assez rapidement sur le point concernant l'utilisation du compte, les producteurs nous ont véritablement remonté le fait qu'ils préféreraient avoir un point de présence non loin de leur zone d'activité pour pouvoir véritablement transacter assez aisément sur leur compte Advance. Donc finalement, on a dû concevoir ce qu'on appelle les Advance Points, qui est un réseau de points Advance où les producteurs peuvent véritablement faire des opérations de dépôt, de retrait, de transfert de compte à compte, de consultation même de soldes, et peuvent à ce point-là même avoir accès à leur mini relevé qui retrace les 5 dernières opérations de leur compte. Donc ces Advance Points-là sont en milieu rural ou semi-rural et sont dirigés par un assistant, un agent tiers et un responsable agent tiers qui sont du staff de la coopérative, qui eux sont chargés de gérer le point au quotidien. Nous, en tant qu'appui, ce qu'on leur apporte, c'est de pouvoir les former sur la solution USSD qui accompagnait véritablement la gestion de ce point, mais c'est également leur fournir tout ce qui est équipement, pouvoir gérer les opérations au jour le jour. En ce qui concerne la coopérative, eux, ce qu'ils devaient apporter, c'est un staff pour gérer le point, et c'est également les fonds pour pouvoir faire tourner le point pour réaliser les opérations. Ce qu'on a fait aussi, c'est que ce que je vous ai présenté, c'est le modèle vraiment initial de l'Advance Point, mais après, on a rajouté d'autres services financiers, notamment la consultation, notamment le fait de pouvoir initier l'ouverture d'un compte directement dans le point, de pouvoir également rééditer son carnet client Advance lorsqu'il est égaré, de pouvoir également changer son numéro de téléphone et même de pouvoir réactiver un compte dormant directement dans le point. Donc, ce qui faisait que finalement, l'Advance Point avait tout un ensemble de services qui rendaient véritablement complet l'offre qu'on offrait aux producteurs. Et je pense que c'est ce qui a fait que ce projet a véritablement eu un succès auprès de cette cible. Voilà. Merci beaucoup, Armel. Et effectivement, dans le cadre de ce projet, Advance a vraiment réussi à développer un réseau d'agents tiers viable sur le long terme, sachant que la cible des petits producteurs de cacao se trouve vraiment dans des régions inaccessibles, quasi inaccessibles en Côte d'Ivoire. Peut-être, Armel, vous pourriez partager un peu plus avec l'audience tout le parcours, en fait, parce qu'on parle d'un parcours de quasi, 5-6 ans, en fait, qui vous a amené à développer un réseau viable pour l'institution de microfinance, donc pour Advance,
et bénéfique pour le client final. Mais peut-être vous pourriez expliquer un peu plus en détail quel a été ce parcours qui a été effectué par Advance dans le développement du réseau d'agentières. Pourquoi est-ce que vous avez sélectionné, par exemple, les coopératives? Quelle a été l'approche client utilisée tout au long de ce parcours pour vraiment identifier, OK, c'est ce type de réseau-là qui correspond mieux aux besoins de notre client par rapport à, je ne sais pas, d'autres réseaux, type pharmacie ou d'autres, des stations essence, par exemple, ou d'autres choses comme ça. Et aussi, quels ont été les défis qui ont été rencontrés au cours du développement de ce réseau d'agentières et auxquels vous avez été confrontés, et comment ces défis ont été identifiés. Quelle a vraiment été l'approche client, orientée client, que vous avez utilisée pour développer le réseau, et quelles sont les solutions, comment est-ce que vous avez adapté votre offre aux besoins de cette clientèle en particulier? Ok, merci. Il faut dire que dès le départ, pour identifier le besoin, on a eu à mener des actions vis-à-vis des producteurs. Notamment, on a fait déjà, lors des tournées, lorsqu'on réalisait sur le terrain, on faisait beaucoup d'observations actives. Il y avait également l'immersion en contexte avec nos agents. Mais surtout, on a initié des focus group, des entretiens individuels, même des entretiens de groupe, pour pouvoir être sûr déjà du besoin, mais être sûr également de véritablement ce que ces producteurs-là demandent. Donc, à la suite de cela, on a essayé de travailler sur un prototype d'Advance Point qu'on leur a présenté à nouveau pour véritablement se rassurer que c'est ce qu'ils désiraient vraiment. Et on a pu ajuster le modèle grâce au retour qu'on a eu dans un premier temps sur le modèle qu'on avait conçu. Et ensuite, on a travaillé sur le fait de pouvoir identifier des coopératives pilotes sur lesquelles on a déployé le service. Et à la suite de ce pilote, à nouveau, on est reparti encore vers ces personnes-là pour se rassurer du fait que le modèle qui a été mis sur pied correspond véritablement à ce qu'attendent les producteurs. Donc, ça a vraiment été de bout en bout un échange entre nous et la cible pour co-construire un peu l'offre, pour nous rassurer véritablement que cette offre-là correspond véritablement à ce que ces producteurs attendent de nous et qu'il y aura vraiment une adhésion si on l'a déployé. Donc, en termes de défis rencontrés, si je peux aller sur ce point-là, il y avait deux types de défis, des défis d'ordre interne et d'ordre externe. Ceux d'ordre externe, c'est plus en lien avec les producteurs de cacao qui, eux, à leur niveau, il fallait faire un genre de conduite de changement, vu qu'ils étaient déjà habitués à faire les opérations dans nos agences classiques, qui n'étaient pas payantes. Là, ils devaient venir véritablement faire maintenant les opérations dans les points qui allaient être payants. Donc, il fallait prendre le temps de leur expliquer l'avantage pour eux, notamment le gain de temps, les économies qu'ils allaient réaliser sur le transport, et également le fait que grâce aux points, ils n'allaient pas être exposés au risque de vol de leur liquidité lorsqu'ils allaient quitter dans les agences principales. Ça, c'était en ce qui concerne les producteurs. En ce qui concerne les coopératives, le défi qu'on avait, c'est qu'elles devaient mettre à disposition du point, non seulement du staff coopératif qu'elles devaient prendre à leur charge, mais également elles devaient mettre un fonds de roulement à disposition de ces coopératives-là pour les faire tourner au jour le jour. Vous savez que les coopératives, en général, elles sont plus orientées à achat de cacao. Donc, mettre de l'argent comme ça à disposition, de l'argent qui dort, elles n'étaient pas très partantes. Mais il a fallu discuter avec elles, leur expliquer le bien fondé de la démarche et de ce que allait leur apporter le fait d'avoir un Advance Point. Et véritablement, le fait qu'elles allaient également gagner non seulement des commissions à travers des opérations, mais également que les fonds n'étaient pas bloqués, mais que les fonds seraient disponibles à tout moment, en fait. Il suffirait seulement de faire un virement compte à compte, si vraiment il y avait un besoin de pouvoir utiliser ces fonds-là. Aussi, en termes de plus de défis internes, il y avait la solution à développer pour pouvoir gérer les Advance Points, qui était une solution qu'il fallait mettre sur pied, vu qu'elle n'existait pas. Donc, il a fallu travailler avec un partenaire telco pour développer un menu SSD qui allait servir maintenant pour la gestion des opérations au jour le jour dans le point. Il y avait également un défi côté légal. Il fallait voir comment est-ce qu'on contractualise la relation avec ces points. Un défi côté marketing, quel est l'appui qu'on leur apporte pour avoir plus de visibilité. Et un défi au niveau du contrôle, vu que c'est un peu comme une représentation d'Advance, il fallait s'assurer que les opérations dans le point soient faites de la meilleure façon et qu'il n'y ait pas de fraude et autres en fait. Donc voilà un peu, mais j'ai l'impression que j'ai oublié un point.
que vous avez... Non, c'était assez complet. Ok. Mais on peut y revenir. Si vous pensez à d'autres défis et des solutions à apporter, on peut y revenir, Ok. certainement. Merci beaucoup, Armel. Ok. Et Simon, chez OCO, vous avez aussi développé une grande enquête client qui vous a permis d'identifier certains besoins ou défis par rapport à l'assurance que vous proposiez aux petits producteurs de maïs au Mali. Pourriez-vous nous en dire plus et expliquer quel a été le processus utilisé d'approche orientée client avec l'enquête, qu'est-ce que ça a permis d'identifier et quelles adaptations vous y avez apportées? Oui, tout à fait. Donc, notre approche entrée client est assez simple, c'est que déjà, on conçoit les produits en collaboration avec les clients finaux. Donc, on essaye de parler aux agriculteurs ou, par exemple, on a conçu un produit maïs, un produit coton avec la CMDT, donc le monopole du coton au Mali. Donc ça, c'est la première étape, c'est de concevoir quelque chose qui n'est pas en silo, mais directement avec les stakeholders, avec les participants, les clients. Deuxième chose, dans notre approche entrée client, c'est analyser la data. Donc l'avantage d'être une entreprise digitale, c'est qu'on peut à tout moment télécharger les données sur les transactions sur notre base de clients pour faire des analyses. Donc ça, c'est centré client sans avoir à vraiment interagir avec les clients, mais voir quel est vraiment leur usage de l'assurance, comment ils payent, est-ce qu'ils payent en une fois, est-ce qu'ils payent en 3 fois, est-ce qu'ils payent l'entièreté, etc. Et le troisième point, qui est extrêmement important, c'est de rencontrer quand même les agriculteurs et de faire le point sur leur expérience, sur qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans le produit. Et c'est dans ce cadre-là que ADA nous a aidés. Mener une enquête terrain dans des régions rurales qui soit significative en termes de nombre, c'est quand même coûteux et difficile à organiser. Et donc c'est pour ça que l'appui de ADA a été très très important. Donc une fois qu'on a fait, avec ces 3 étapes, une fois qu'on a fait ce feedback client, on se remet à la table au bureau pour reconcevoir un produit ou améliorer le produit. Et donc on ensuite analyser les data, etc. Donc c'est de là qu'est venue l'idée, le besoin d'avoir cette enquête client. Donc on a eu des clients sur le terrain qui ont été interrogés, des clients interrogés aussi à distance par téléphone. Toute l'analyse a été faite ensuite par ADA des résultats de l'enquête et a permis de mettre en valeur certains problèmes du produit ou certaines décorrélations entre ce qu'on pensait et ce que les agriculteurs pensent du produit. Est-ce que vous voulez que j'aille sur Oui, les... vous pouvez aller un peu plus en détail. Quels ont Donc, été les résultats de l'enquête, peut-être, ouais. et quels sont les changements que vous avez apportés ou les nouvelles solutions que vous avez apportées pour Donc compléter l'offre. un gros défi pour les clients en zone rurale, les clients agricoles, c'est qu'il y a très peu d'informations à disposition sur ces clients et peu d'entreprises qui ont une expérience à distribuer à ce type de clients. Donc ça, c'est un gros défi. Un deuxième défi qu'on a, c'est que ces clients ne sont pas connectés à Internet, mais aussi sont très peu lettrés. Donc ils parlent le bambara, par exemple, au Mali, des langues locales, qui ne sont pas forcément écrites. Et on a, je crois, que 25% de nos clients qui savent lire et écrire le français. Donc leur envoyer des questions par SMS, par exemple, on perd la plupart de nos clients. Donc voilà, la démarche, c'était vraiment d'aller les rencontrer sur le terrain, en personne, ou leur parler par téléphone. Certains éléments que je peux présenter comme des exemples. J'avais pris des notes. Déjà, oui, c'est caractériser ses clients, leur capacité à parler, quelle langue, quelle proportion. On s'est rendu compte que tous les SMS qu'on envoyait, la plupart du temps n'étaient pas lus. Déjà parce que les clients reçoivent trop de SMS, ensuite parce qu'ils n'ont pas une bonne connaissance de la langue française et que la langue bambara ne peut pas être écrite en caractère habituel. Donc ça nous a poussé à développer une solution de messages vocaux et de serveurs vocal pour apporter ces informations en langue locale aux clients. Un autre aspect sur la satisfaction, oui. Donc on s'est rendu compte qu'on avait quand même une certaine partie de nos clients qui n'étaient pas satisfaits. Pas forcément parce qu'ils n'avaient pas bénéficié de l'assurance, mais parce qu'il manquait d'informations. Donc on s'est rendu compte qu'avoir des agents avant le début de la saison agricole, pour éduquer les clients à l'assurance, pour les inscrire, ça c'était le besoin qu'on avait pour avoir des clients. Mais ensuite, le besoin des clients eux-mêmes,
c'est d'avoir quelqu'un pendant la saison à qui ils peuvent se reporter, à qui ils peuvent demander conseil, savoir qu'il y a quelqu'un à qui ils peuvent s'adresser s'ils ont un problème pour faire remonter le problème et qu'on analyse les données dans leur région. Et donc le fait de ne pas avoir ces agents pendant la saison, parce qu'en fait, nous, on voyait ça comme un coût non justifiable, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de vendre à ce moment-là. Mais on s'en est rendu compte que c'était extrêmement important pour que les agriculteurs aient confiance en nous et continuent à s'inscrire. Troisième point, c'est les autres besoins des agriculteurs. Donc on s'était focalisé sur l'assurance, évidemment, et sécuriser leurs revenus, l'accès au crédit. Mais au cours de l'enquête, on leur a demandé quels autres services pourraient vous aider. Et il y a 2 services qui sont arrivés en tête largement. C'est des alertes météo, donc savoir quand allait venir la pluie, quand il faut, par exemple, utiliser ces engrais pour éviter qu'ils soient lessivés par des grosses pluies, et des conseils agricoles. Donc maintenant, on est en train de développer un bundle assurance et services agricoles et météo pour voir si les clients sont prêts à effectivement payer plus pour avoir ce service plus complet. Donc ça, c'est aussi un défi dans l'approche client, c'est que les clients demandent des choses, mais est-ce qu'ils sont vraiment prêts à payer pour avoir ces services supplémentaires? C'est quelque chose qu'il faut tester ensuite sur un pilote. Donc oui, un produit bundlé, et on va voir s'ils sont prêts à payer plus ou si, en gardant le même prix, on peut assurer une satisfaction et un renouvellement plus élevé qui justifierait qu'on finance ces services parce que ça sera bénéficiaire à long terme. Ok, merci beaucoup Simon. C'est très intéressant tous ces retours de l'enquête client qui ont été faits. Donc merci beaucoup. Est-ce qu'on peut retourner et afficher Kiredine, s'il vous plaît? Kiredine, alors j'ai une question similaire que celle de Simon. Donc, dans le cadre de votre projet, vous avez aussi eu une approche orientée client que vous avez utilisée avec le soutien d'ADA. Donc, quelle était cette approche client que vous avez utilisée et quels ont été les challenges et solutions que vous avez identifiés par rapport au produit initial donc, que vous aviez développé? Donc, c'était l'offre de crédit pour pompage solaire pour les producteurs de dattes en Tunisie. Je vous en prie, Kiredine. Tout à fait. Merci. Tout à fait. Donc, dans notre approche centrée client et avec l'appui d'ADA, il y a eu d'abord des études de marché qui a consisté à développer des focus groups sur le terrain avec les agriculteurs en mode irrigué pour comprendre leurs besoins et pouvoir définir des hypothèses par rapport aux futurs prototypes à développer. Également, cette approche elle s'est traduite aussi à travers la détection d'un besoin en services non financiers, en accompagnement par rapport à des thématiques spécifiques, telles que la gestion des déchets dans les oasis, telles que également la bonne conduite de l'irrigation, l'économie de l'eau et le traitement des dattes contre certaines maladies, comme un acarien qui s'est déclaré dans les oasis de la Tunisie dans le sud et qui a fait des ravages qui peuvent atteindre des impacts de 30% jusqu'à 50% de pertes. Donc, parmi les défis que nous avons pu rencontrer, d'abord, il y a la sélection des fournisseurs. Donc, avec l'appui d'ADA, il a été possible de développer une solution qui permet d'évaluer les devis fournis par les fournisseurs, sachant que le client il a la liberté de choisir le fournisseur qui lui convient, mais il est toujours utile d'aider le client pour faire le bon choix, notamment en termes de coût d'installation ou en termes de puissance de système photovoltaïque. Le deuxième défi, c'était plutôt l'adhésion du personnel pour ce nouveau produit qui s'inscrit dans le pool des produits verts. Et là, donc, il y a tout un travail de conduite de changement qui a été initié moyennant des formations. Et là, nous avons bénéficié de l'appui d'ADA pour mettre en place un module spécifique qui initie le personnel à la problématique de changement climatique, au modèle d'irrigation, à la compréhension des systèmes de pompage solaire. L'autre défi, c'était plutôt
le cadre un peu juridique qui est assez limité ou qui ne permet pas donc, aux agriculteurs de recourir à ces systèmes de pompage solaire en toute liberté. Donc, il fallait respecter donc, certaines réglementations. Et c'est tout à fait normal pour éviter donc, des dérapages en termes d'utilisation des ressources en eau. Là aussi, donc, il a fallu convaincre d'abord les agriculteurs de l'importance de cette ressource en eau et les sensibiliser sur le bon usage de cette ressource. En termes de résultats, donc, l'enquête menée nous a permis donc, de comprendre les changements qui ont eu lieu. Par exemple, 63% des agriculteurs utilisaient donc, du gasoil pour pomper de l'eau. Suite à ce projet, nous avons trouvé que 79% ont opté pour l'énergie solaire pour pomper de l'eau. Également, en termes d'usage de la technique de goutte à goutte qui permet une économie d'eau, on est passé de 32% à 62%. Et enfin, on a trouvé que 88% des agriculteurs trouvent que cette technique est plus économe en termes de coûts, plus économique en termes de coûts et en termes d'énergie. Là, il faut dire que nous avons également été appuyés par ADA pour mettre en place donc, une enquête avec des indicateurs spécifiques, parce que la data que nous avions était limitée uniquement au système d'information. Mais pour évaluer les résultats, il fallait avoir d'autres indicateurs supplémentaires pour pouvoir évaluer donc, l'impact et les résultats auprès de cette donc, communauté d'agriculteurs. Ok, merci beaucoup, Kheireddine. Et peut-être une question encore. Donc, est-ce que vous avez aussi... donc, on a vu avec les différents panélistes différentes approches orientées clients avec un retour d'expérience très concret. Ici, dans le cadre de votre offre, est-ce que vous envisagez ou est-ce que vous êtes en train de cibler également d'autres filières agricoles ou d'autres segments avec d'autres profils parmi la population à plus faible revenu dans le secteur agricole, et quelle est ou quelle serait l'approche que vous utiliseriez? Est-ce que vous réutiliseriez la même approche que vous avez utilisée là pour le développement de votre projet pour les producteurs de dattier, ou est-ce qu'il y a des éléments que vous changeriez? Donc voilà, est-ce que vous pourriez nous parler d'une autre cible et quelle est l'approche à utiliser? Donc, par rapport aux autres cibles, donc là, donc le projet qui a été initié avec ADA, c'était spécifique pour les producteurs de dattes, mais nous travaillons également avec d'autres agriculteurs liés à d'autres filières. Et là, donc l'approche, elle peut parfois être un peu différente. Par exemple, on fait donc dans certains cas des enquêtes directes avec les clients, avec des questionnaires, soit en présentiel sur le terrain, soit à travers donc, des enquêtes en ligne, principalement pour évaluer la satisfaction ou pour répondre à des thématiques spécifiques, telles que par exemple donc, satisfaction par rapport à certains produits ou l'abandon ou d'autres thématiques. Donc là, tout dépend des moyens disponibles, tout dépend des délais également, et tout dépend donc des objectifs visés. Merci Kheireddine pour ces recommandations. Simon, chez OCO, et peut-être pour faire le lien aussi avec la session qui a eu lieu juste avant sur les femmes, dans le cadre, avec votre entreprise, vous êtes en train maintenant aussi de cibler plus les femmes, parce que voilà, les producteurs de maïs au Mali sont principalement une cible plus masculine. Maintenant, vous essayez de développer des produits qui s'adressent davantage aux femmes. Quelle est l'approche ici que vous utilisez et que vous êtes en train de développer pour cette cible-là spécifiquement? Effectivement, on s'est rendu compte que seulement 18% de nos clients étaient des femmes. Donc on s'est rendu compte que si on continuait à développer notre base de clients avec ce type de ratio, on va en fait creuser l'écart de genre et contribuer à un problème plus qu'à une solution. Donc on a travaillé avec ONU Femmes
pour comprendre comment adapter notre produit pour qu'il convienne mieux aux femmes productrices. Donc pareil, on a fait une enquête terrain pour comprendre plusieurs choses. On a compris que les cultures qu'on assurait étaient très masculines, on va dire. Traditionnellement, c'est plutôt les hommes qui cultivent le blé, le maïs, le mil, le sorgho. Donc on a essayé de trouver quelles sont les cultures cultivées par les femmes, et l'arachide est venu en première position, donc on a développé un produit d'assurance pour l'arachide. Deuxième chose, on s'est rendu compte que, et là c'est plus en regardant les données qu'en demandant aux femmes, et je reviens toujours sur ce fait qu'il faut combiner l'analyse des données et les questions en présentiel. Et les données nous ont montré que les femmes des agentes dans notre équipe vendaient 3 fois plus de femmes que leurs collègues masculins. Donc on s'est dit on va faire une équipe 100% femmes, parce que comme ça on va avoir 3 fois plus de femmes inscrites par cette équipe que par les équipes mixtes ou d'hommes. Donc on a mis ces deux choses en place et on a eu des impacts immédiats. Donc on a fait ça sur une saison et ça représente une équipe de 10 agents, donc seulement 10% de notre équipe. Donc malgré que ce soit un petit pilote, on est passé de 18% de femmes à 25% de femmes dans notre portefeuille de clients. Donc c'est une approche qui a fonctionné et qu'on va maintenant mettre à l'échelle pour essayer de encore réduire l'écart de genre dans l'accès aux produits financiers. Ok, merci beaucoup Simon. Et chez Advance, Armel, voilà, un peu la même problématique qu'ici au CO au Mali, dans le cadre en tout cas du projet Scale to Save. La cible des clients petits producteurs de cacao est principalement masculine. Alors maintenant, vous êtes en train de voir pour cibler davantage les femmes à travers les VSLE. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur quelle est votre approche, qu'est-ce que vous apportez comme solution et comment vous adaptez votre offre pour répondre aux besoins de cette cible féminine? Ok. Donc, après avoir travaillé, comme je l'ai dit tantôt, pour les producteurs de cacao, on a voulu avoir beaucoup plus d'impact. Donc, on s'est intéressé aux VSLE, avec lesquels nous travaillons depuis un certain temps, en partenariat avec certaines ONG internationales. Il faut dire qu'avec cette clientèle-là, ce que nous faisons en ce moment déjà, c'est de la bancarisation, la sensibilisation et les crédits de groupe. On a voulu aller beaucoup plus loin. Donc, ce qui a fait que dans la sensibilisation qu'on réalise vis-à-vis de ces groupes-là, on a intégré l'éducation financière. Et dans ces modules de formation d'éducation financière, nous avons profité pour discuter avec elles des difficultés qu'elles rencontrent, puisque les VSLE sont constitués en majorité que de femmes, dans les difficultés qu'elles rencontrent dans la gestion des imprévus, des risques, des sinistres à leur niveau. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que la VSLE en général est obligée de soutenir un membre lorsqu'il est gravement malade, ou obligé de soutenir le membre lorsqu'il y a un parrain décédé, ou bien lorsque le membre lui décède, c'est la VSLE qui prend tout en compte. Et cet appui-là est fait grâce au fonds qui est mis en place par la VSLE, qui normalement doit servir à soutenir les activités génératrices de revenus, mais finalement, ce fonds-là est dévoyé parce que la VSLE doit soutenir ses membres. Donc on a vu là une opportunité de pouvoir leur mettre à disposition un produit d'assurance vie et santé. Donc, ce qui a fait qu'on a, à la suite de cela, organisé des focus group pour discuter évidemment avec les groupes pour savoir concrètement quels étaient leurs besoins, quel était le niveau de prime qu'ils étaient prêts à supporter, le niveau de couverture qu'elles souhaiteraient également. À la suite de cela, on a travaillé avec un grand assureur de la place avec lequel nous sommes déjà en partenariat pour concevoir une offre pour ces VSLE-là. Donc, à l'issue de cela, nous avons fait maintenant des tournées qui sont encore en cours. Nous avons essayé de présenter cette offre-là non seulement aux VSLE, mais aussi à nos partenaires ONG pour savoir ce qu'ils en pensent, pour avoir également leur retour pour améliorer cette offre. Donc c'est à l'issue de cela, maintenant nous ferons un pilote avec ces différents VSLE-là pour nous rassurer que le produit correspond vraiment à leurs attentes. Et après, nous ferons maintenant passer à la phase d'industrialisation. Mais il faut dire que ce qui nous a vraiment aidé ici, c'est d'être vraiment en contact avec ces groupes-là. C'est ce qui nous a permis de pouvoir encore une fois déceler ce besoin-là. Et je pense qu'on pourra y répondre. Bon, les enquêtes de satisfaction nous permettront de pouvoir véritablement savoir si c'est ce produit-là qu'elles attendent et si on doit véritablement l'améliorer encore. Voilà. Oui, merci beaucoup Armel. Et Jean-Paul, avec votre longue expérience
dans des différents projets qui ont ciblé les VSLA. Peut-être vous pourriez apporter l'un ou l'autre élément en plus aux recommandations en termes d'approche client à utiliser avec une cible, avec cette clientèle-là. Oui, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt Amel. Je crois qu'ils sont sur la bonne approche. Quand je me rends compte qu'au fait, ils utilisent les fonds dédiés à faire le crédit, notamment l'épargne, pour couvrir certaines situations difficiles, ça voudrait dire que le fonds, parce que généralement dans un groupe VSLA, il y a un fonds qui est dédié à des situations difficiles. Ça voudrait dire que, au fait, ce fonds-là ne joue pas véritablement le rôle parce que, comme il a su le dire, et certainement, les situations rencontrées n'ont pas suffisamment été évaluées, n'ont pas été vraiment considérées à sa juste mesure. Et c'est ce que certainement Advance va apporter comme réponse, ce qui est fort déjà intéressant. Et puis aussi dans leur approche, les VSLA, généralement, c'est la propriété entre griffes des ONG qui les développent. Parce qu'a priori, une IMF ne va pas vers une VSLA parce que, la segmentation, sinon le segment VSLA, parce que c'est des personnes à risque. Voilà. Donc, en général, c'est les ONG qui savent les soutenir et arriver à un certain niveau, on se dit, on peut y aller. Les ONG se disent, attention, le crédit va détruire les groupes. Donc, il y a une volonté de vouloir les protéger. Mais dans leur approche, on sent qu'il y a ce dialogue-là. C'est vraiment centré sur le client. Ça, il dialogue avec les ONG. Et puis ainsi, il y a cette approche qui permet certainement de pouvoir voir les véritables besoins et puis aller à la satisfaction. Donc, je crois que l'approche, elle est très intéressante. Seulement, peut-être, ce que je voudrais peut-être rajouter, il faudrait veiller à ne pas déstabiliser la forme de fonctionnement des VSLA, parce que c'est du crédit, comme on appelle, c'est de l'épargne et ils font du crédit jusqu'à 12 mois, et puis on fait le partage. Quand une IMF arrive, généralement, est-ce qu'on va mettre un crédit in fine, attendre le 12e mois, au moment où ils partagent, pour que l'IMF aussi, comme un membre, retire et le crédit qui a été placé, y compris les intérêts, ou bien, on va dire, c'est un crédit sur 6 mois, donc il faudrait qu'à un certain moment, le VSLA puisse rembourser, le groupe puisse rembourser. Là, ça déstabilise un peu le fonctionnement des groupes, et comme il a su le dire, en termes d'instruction, ce n'est pas des groupes, c'est assez limite. On sait l'approche qui est vraiment basique pour pouvoir conduire ces groupes-là, ça devient un peu difficile. Donc, il faudrait certainement un peu se coller à la forme de fonctionnement des groupes et puis pouvoir les accompagner davantage. C'est un peu ça. Merci Jean-Paul. Et j'en profite pour rebondir. Vous avez mentionné brièvement la conduite du changement. Ce qui est clé dans une approche orientée client, parce qu'effectivement, on peut avoir une approche orientée client en menant certaines enquêtes, des focus group, des interviews, mais je pense que ça va au-delà de ça. C'est une culture qu'il faut avoir au sein de l'entreprise ou de l'institution pour pouvoir vraiment avoir un parcours orienté client tout au long du développement de la solution ou du service qu'on essaie d'implémenter, de développer. Est-ce que vous pourriez peut-être dire, selon votre expérience, et peut-être en comparaison aussi avec d'autres projets qu'ADA a développés, donc pas seulement pour l'UMSEC au Sénégal, mais quels seraient peut-être les prérequis ou les éléments qu'une institution a besoin pour pouvoir utiliser ou implémenter une approche orientée client à travers tout son staff, donc pas seulement au niveau du top management, mais aussi dans les agences, sur le terrain, et assurer de la continuité dans ce genre d'approche. Oui, en effet, je crois, comme vous le dites, c'est tout un processus qui peut être vraiment assez long, assez difficile. Voilà, donc il y a des éléments de stratégie et de culture. Il y a des éléments qui touchent à l'organisation, parce qu'il faut pouvoir, comme on appelle, si je me permets, calibrer l'organisation pour pouvoir prendre en considération tous les aspects de besoin du client. Parce que l'approche centrée sur le client voudrait que
dans toutes les possibilités de contact possible du client avec l'institution, ou bien quand on est dans un projet multipartenaire, ça veut dire que vos clients sont touchés aussi par d'autres intervenants, il faudrait qu'il y ait un regard à ce niveau-là aussi et s'assurer qu'il n'y a pas d'expérience négative qui dégrade la confiance du client. Et l'objectif étant bien entendu de pouvoir le satisfaire et surtout apporter une valeur ajoutée. Parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est la difficulté un peu que les institutions rencontrent. Quand on prend un peu le portefeuille des institutions, aujourd'hui, combien sont ceux-là qui ont un compte et qui ne fonctionnent pas, les comptes dormants? Je crois que c'est un véritable défi au niveau de ces institutions-là, mais en même temps, il faut regarder cet aspect de satisfaction et de valeur ajoutée. S'il y a ce regard orienté plus portefeuille client que portefeuille de produits financiers à développer, déjà, on prend en considération cet aspect-là et bien entendu, on peut réagir au niveau de l'organisation. Et l'organisation suppose aussi des opérations, parce que une organisation, c'est des opérations. Voilà. Mais pour que tout cela puisse tenir, il faudrait pouvoir capaciter, bien entendu, votre staff technique, pour que ce staff technique-là, quand il y a des outils qui permettent d'avoir les éléments de retour d'expérience. Quand ces outils-là vont permettre, bien entendu, à un staff qui est bien capacité de pouvoir tirer des éléments de compréhension et de pouvoir, bien entendu, ajuster. Je crois que c'est ce qu'on a fait avec l'UMSEC en utilisant, par exemple, comme on appelle, la carte du parcours du client. La carte du parcours du client, comme je l'avais dit tout à l'heure, vous prenez le projet, vous regardez tous les aspects de mise en œuvre du projet, et, comme je le disais, tous les points d'interaction, et à chacun de ces points d'interaction, celui qu'on avait avec les 3 acteurs, les centres de formation, voilà, parce qu'on a orienté un peu ces groupes-là en fonction des centres de formation. Donc, quand on le détaille en termes de points de contact, c'est entre 15 et 19 points de contact. Et à chacun de ces points de contact, dans un focus group, l'idée, ça a été, au fait, ce qui a été mis en pratique. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Et qu'est-ce que vous proposez? Et quand bien même on a aimé, est-ce qu'on aimerait que ça aille encore mieux que ce que on a aimé? Voilà. Donc, ce sont des propositions simples comme ça qui sont prises et qui, par la suite, parce que ce qu'on fait avec, comment on appelle, l'approche classique des enquêtes, on peut ajuster les aspects sur les caractéristiques, mais et au niveau du process, au niveau de l'organisation, des opérations. Voilà. Donc, je crois que c'est un peu tous ces aspects-là qui doivent être pris en considération. Maintenant, pour une IMF qui, aujourd'hui, ne peut pas rentrer dans une approche ou développer, je crois, ces 5 piliers pour l'approche centrée sur le client, parce que c'est lourd, comme je le disais au départ, il y a des outils assez intéressants. Par exemple, la voix du client est un outil simple qui peut se faire, c'est une auto-évaluation interne qui vous permet de savoir si vous écoutez effectivement le client. Parce que si vous n'écoutez pas le client, il n'y a pas de possibilité de retour d'expérience. Voilà. Il y a aussi, comme on appelle, celui que nous avons utilisé au niveau de l'UMSEC, c'est la carte du parcours du client. Là, c'est quelque chose, voilà, ça s'applique sur un projet, et puis vous avez des éléments qui vous permettent de corriger le process. Ou bien, voilà, est-ce que mon organisation est suffisamment centrée sur le client? Vous avez 10 points spécifiques qui reprennent pratiquement les 5 éléments, les 5 piliers, et là-dessus, vous vous rendez compte des points ou bien les sous-piliers où l'institution n'est pas centrée sur le client, et ça vous permet bien entendu de pouvoir faire un plan d'action qui vous permet de pouvoir le corriger. Ok, merci beaucoup Jean-Paul pour toutes ces recommandations. En fait, il nous reste quelques minutes avant les questions-réponses avec l'audience, donc je vais vite me diriger vers les 3 autres panélistes, en commençant par Armel et puis Simon et enfin vous, Kheireddine, pour vous demander peut-être juste en 2 minutes, résumer selon vous quelle a été vraiment la valeur ajoutée de l'approche client que vous avez utilisée, et aussi quelles seraient vos recommandations pour le secteur, pour l'audience ici aujourd'hui. Armel, je vous en prie. OK. Sur les différents projets sur lesquels nous avons travaillé, je pense que ce qui a vraiment fait la différence, c'est que nous avons vraiment pris le temps pour identifier le besoin
auprès de la cible, en fait. Et c'est passé par l'observation, par les échanges, par la validation même des modèles conçus par cette cible-là, dans un premier temps. Et le fait qu'on ait procédé ainsi, ça a facilité beaucoup de choses, en fait. Et après, il y a eu le stade de phase, où il y a eu des phases pilotes qui nous ont permis encore de faire des ajustements. Donc, ça a vraiment été un travail très collaboratif entre nous et la cible. Et même, voilà, c'est vraiment ces éléments-là qu'on a vraiment mis en avant. Et je pense que c'est ainsi qu'il faut vouloir procéder pour que finalement les produits conçus ne soient pas, comme l'a dit Jean-Paul, comme les comptes dormants où finalement on y souscrit et finalement on n'utilise pas en fait. Donc c'est vraiment être impliquer déjà la cible dès le départ dans le travail de conception pour se rassurer qu'on est vraiment aligné et par la suite valider les différentes étapes de conception par la cible pour qu'au final le produit final corresponde véritablement à ses attentes en fait. Donc c'est un peu ce que moi je conseillerais véritablement de procéder, ainsi que je conseillerais de procéder pour un produit qu'on voudrait concevoir. Merci Armel. Simon? Oui, moi je pense que ce qu'on veut éviter, ce qu'on veut tous éviter, c'est de concevoir un produit, comme vous l'avez dit, qui n'est finalement pas adapté au client. Pourquoi ces produits sont parfois créés? C'est parce qu'à la tête de l'entreprise, il y a des intérêts qui sont peut-être divergents de ceux du client. Il y a un partenariat qui a été signé avec un fournisseur de solutions. Il y a une volonté de faire un effet d'annonce, quelque chose comme ça. Donc je pense que ce qui est important, c'est vraiment d'aller rencontrer les clients en personne, même de se forcer à les rencontrer. Et que ça s'applique bien évidemment aux agents sur le terrain, mais aussi au management et aux personnes dirigeantes. Dans les grosses entreprises, c'est sans doute plus compliqué que dans une start-up comme nous. Mais même nous, on est coupable parfois de ces erreurs. Par exemple, on demande aux clients s'ils ont accès à un compte Orange Money. Ils disent oui, en très grande majorité. On regarde d'où viennent nos paiements. On voit que les clients font effectivement, enfin, qu'on reçoit des paiements par Orange Money. Mais ensuite, je suis allé sur le terrain voir nos clients dans une zone vraiment isolée. Et je me suis rendu compte que c'est en fait, nos clients donnent du cash à nos agents qui utilisent leur propre compte Orange Money pour payer pour le client. Donc en fait, s'il y a encore un lien qui manque, on voit sur nos écrans que c'est payé par Orange Money, mais en fait, le client n'a pas utilisé la solution Orange Money lui-même. Et ça signifie que nos agents doivent retourner sur le terrain, rencontrer nos clients à chaque fois qu'ils veulent faire un paiement. Et ça, je ne m'en serais jamais rendu compte si je n'étais pas allé rencontrer les clients directement dans le village, si je n'avais pas passé une demi-journée dans un village voilà, auprès de mes agents. Donc ça, c'est la principale recommandation. Deuxième recommandation que je ferais, c'est, et je l'ai déjà répété, c'est de comparer les données, les avis prononcés par les clients avec l'usage réel. Donc là, j'en ai donné un exemple avec le paiement mobile. Ce qu'on voit, ce qu'annoncent les clients en disant oui, j'ai un accès au paiement mobile, je peux faire ça. Ou sur la question des femmes, les femmes qu'on a interrogées nous ont en fait dit non, moi ça me dérange pas de parler à un homme ou une femme, c'est pas différent. Et nos agents nous ont dit non, on fait pas de différence entre les hommes et les femmes. Mais en réalité, si on regarde les données, on voit qu'il y a une différence. Donc c'est de coupler les différentes approches de collecte d'informations auprès des clients, la data-centric et client-centric, pour arriver à des conclusions et vraiment comprendre les problèmes. Ok, merci Simon. Kérédine, en 1 minute, est-ce que vous avez des recommandations pour le secteur ou un élément à mettre en avant pour le mot final? Donc pour le mot final, je dirais que une approche centrée client reste toujours importante et pertinente pour répondre à une problématique économique, sociale ou environnementale par rapport aux clients. Tout ce que nous concevons, en fait, c'est pour développer l'activité des micro-entrepreneurs pour qu'ils soient inclus dans le système et pour pouvoir se développer. La question donc d'être à l'écoute aux clients est très importante aux différents niveaux du processus, dès la conception jusqu'au suivi et l'évaluation du produit. Merci beaucoup Kérédine et merci beaucoup à nos orateurs. On a 10 minutes, un peu moins, pour encore des questions éventuelles. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions pour l'un ou plusieurs orateurs? Oui, on va prendre 2 questions à la fois. Ici, un gentleman. Et puis après. Bonjour, j'avais une question pour Armel Arnaud de la Valette ADA.
On avait quitté, enfin moi j'avais quitté Advance Côte d'Ivoire en 2018. Je crois que vous aviez gagné le prix de la microfinance ici même. Félicitations, mais ça c'est un peu recuit. Donc 2 ans, 3 ans, 4 ans après, les conclusions sur la matérialité du service, si je me souviens bien, l'idée était de permettre de payer les producteurs via Orange Money au milieu de la forêt en échange de la collecte de leurs récoltes. Je voulais avoir un petit peu un petit feedback sur l'expérience après 4 ans. Merci. Merci. Et on avait encore ici une question, monsieur Oupoul. Ah, vous, ok. Je ne sais pas. Oui, Emma. Oui, bonjour, Fatih Nouera, entrepreneur du monde. J'ai 2 questions rapidement pour monsieur Choual. La première, je n'ai pas très bien compris le profil socio-éco des bénéficiaires, en tout cas les agriculteurs. Et la seconde, pourquoi avoir choisi 3 pays qui ne soient pas forcément limitrophes? Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Merci. Ok. Armel, vous pourriez peut-être répondre à la première question. Ok. En ce qui concerne la digitalisation des paiements des récoltes des producteurs, ce qu'on a fait pour pouvoir réaliser beaucoup plus de volume, c'est de faire des partenariats avec des exportateurs, en fait. Parce que le problème qu'on avait, c'est que il n'y avait pas un grand engouement des responsables de coopératives pour faire ce type de paiement-là. Parce qu'en général, lorsque l'exportateur paye, il récupère l'argent, il paye directement main à main au producteur. Donc il fallait nouer un partenariat avec l'exportateur qui allait un peu faire comme du lobbying pour nous auprès des PCA de coopératives, un peu les obliger à ce que lorsqu'ils sont payés sur leur compte courant, maintenant ils nous donnent une liste de producteurs qui leur ont livré leur production de cacao et que nous on fasse maintenant des batchs sur le compte de ces producteurs-là, et ces derniers pourront maintenant, dans des points Orange Money, faire des banques toilettes pour récupérer l'argent. Donc c'est ce qu'on a réussi à faire avec, si je peux citer les noms, avec Argyle, Barry Calbo et Ecom. Donc là, on a pu réaliser des paiements cette année pour ces différents exportateurs-là, mais jusqu'à présent, ce n'est pas encore au niveau que nous voulons. Donc il faut beaucoup de sensibilisation, de conduite de changement, surtout des PCA des coopératives qui veulent garder cette ascendance-là qu'ils ont vis-à-vis des producteurs. Mais je crois que la réglementation ivoirienne maintenant, de plus en plus, commence à les contraindre à faire du paiement digital. Même je pense qu'au niveau de l'Europe également, c'est une disposition qui commence à être plus forte. Donc là, on est vraiment sur le chemin, mais j'avoue qu'on n'est pas encore au top niveau, mais les choses ont commencé à bien bouger à ce niveau-là. Merci. Simon, je vous en prie. Oui, alors sur le profil socio-économique des clients, on n'a pas vraiment on ne se cible pas vraiment sur un agriculteur en particulier. Ça peut être des agriculteurs commerciaux ou individuels qui produisent pour leur consommation propre ou de la communauté ou pour la vente ou l'export. Ça peut vraiment être tout type de clients. Mais donc, si on regarde notre base de clients, c'est des producteurs qui produisent entre 1 et 5 hectares, qui cultivent entre 1 et 5 hectares, qui produisent du mil, maïs, sorgho, coton, sésame, arachide. Donc il y a à peu près 25% qui ont un smartphone, puisqu'ils ont un compte WhatsApp, mais qui sont très rarement connectés à Internet, qui parlent, encore une fois, pour 20-25%, ils peuvent parler et écrire le français, et le reste peut parler bambara, mais pas forcément l'écrire. Sur leurs revenus ou sur leurs revenus, on n'a pas de chiffres très précis, mais ils payent en moyenne quelque chose comme autour de 10 000 francs pour s'assurer chaque saison. Quelques éléments qui peuvent peut-être vous donner plus de précision. Ensuite, sur les pays choisis, on a fait donc on n'est plus vraiment sur le sujet de l'approche centrée client. On a fait une analyse, une analyse stratégique pour cibler nos pays, les pays où on voulait se lancer. Donc ça inclut la réglementation. Est-ce que est-ce qu'il y a besoin d'une signature papier pour un contrat d'assurance? Est-ce qu'il y a des subventions pour l'assurance? C'est des contraintes techniques. Est-ce qu'il y a des opérateurs de mobile money? Est-ce que le mobile money est bien utilisé dans le pays? Quelle est la quantité des travailleurs dans le pays qui sont dans le monde agricole, etc. Si on regarde ces critères, nos priorités, c'est Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria. Donc ce n'était pas Mali et Ouganda.
Mais en tant que start-up, on a des contraintes qui sont qu'il faut qu'on saute sur les opportunités qu'on a. En l'occurrence, quand on s'est lancé, on n'avait aucune crédibilité. Mais j'ai une amie qui étudiait avec moi à Paris, qui était à ce moment-là à la tête d'Orange Money au Mali. Et elle cherchait des solutions innovantes pour leur portefeuille de produits. Donc c'était une occasion en or de tester dans un premier marché, sachant que surtout qu'Orange Money a quasiment un monopole sur le paiement mobile au Mali. Donc voilà pour le Mali. L'Ouganda, c'est une autre opportunité qui s'est présentée. Le groupe AB InBev, le plus grand groupe brassicole du monde, qui s'est intéressé à ce qu'on faisait et nous a demandé d'apporter l'assurance à leurs producteurs d'orge. Et le pays où ils ont le plus de producteurs en direct, c'était l'Ouganda. Donc ils nous ont apporté du financement pour qu'on se lance en Ouganda. On est allé en Ouganda. Mais voilà, maintenant qu'on a un peu plus d'autonomie et de crédibilité, on se cible sur les pays qui nous intéressent le plus, qui montrent le plus de potentiel. Et donc c'est des pays à fort potentiel agricole, avec une plus grande stabilité politique aussi, avec une utilisation des portefeuilles mobiles qui est plus répandue. Donc voilà, c'est le type de critères qu'on utilise. Ok, merci Simon. Malheureusement, on arrive à la fin de cette session. Donc un tout grand merci à Kéredine, Jean-Paul, Armel et Simon pour ces riches expériences que vous avez partagées avec nous cet après-midi. Et je vous demande à tous de les applaudir.